Et nous sommes connectés avec Alexandre Vautravers. Bonjour à vous et merci d'être sur France 24. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse. On vous retrouve depuis Genève. Comment est-ce que vous analysez les différentes prises de parole d'Emmanuel Macron, précédé du général Thierry Bucquard, qui est le chef d'état-major des armées? Le ton grave, des accusations claires contre la Russie, des annonces majeures aussi en termes de défense, de budget pardon, de la défense. Est-ce qu'on est en train de préparer des esprits et si oui, à quoi? Je pense que la présentation était extrêmement claire, c'est-à-dire qu'on a eu droit tout d'abord à une présentation du contexte stratégique et de la menace. Ensuite, on a parlé des ambitions et ensuite, on vous fournit l'aspect financier, c'est-à-dire combien coûtera ces ambitions politiques. Augmenter le budget de la défense de 3,5 milliards d'euros rien que pour 2026, à l'heure où la France recherche 40 milliards d'euros pour réduire son déficit. Est-ce crédible pour l'extérieur? C'est crédible et c'est un investissement puisque quand on regarde dans les petits caractères des formules, on se rend compte que beaucoup de cet argent ne sera pas dépensé directement pour acheter des armes. Il sera non plus investi massivement dans l'augmentation de la main-d'œuvre ou des salaires, mais beaucoup de cet argent va aller en tant qu'investissement dans une base technologique et industrielle de défense. Et cette base technologique et industrielle de défense, c'est en réalité, sur le moyen terme, sur le long terme, c'est un investissement très rentable. Si on se souvient qu'en l'espace de quelques années seulement, à cause de la guerre en Ukraine, beaucoup de munitions que l'on voit à l'écran maintenant, comme ces munitions d'artillerie, ont pratiquement triplé de prix en l'espace de quelques années. Donald Trump réclame 5% du PIB consacré à la défense. Avec l'effort annoncé par Emmanuel Macron, on ne sera même pas à 3,5% du PIB. Est-ce que ça pose un problème? Non, ça ne pose pas de problème puisque ce qui a été négocié autour du dernier sommet de l'OTAN, c'est une augmentation de 2% à 5%, mais 1,5 de ces 5% sont des montants qui vont être investis en particulier dans ce qu'on pourrait dire la défense indirecte, c'est-à-dire des infrastructures mieux sécurisées, des ports qui permettent la mobilité stratégique de forces de l'OTAN entre certains ports, certains hubs aéroportuaires, et puis bien sûr l'endroit où ces troupes doivent se porter, c'est-à-dire essentiellement en direction de l'Est. Donc en réalité, ce 1,5%, la France peut prendre toute une série de dépenses actuelles et considérer que cet investissement est déjà fait. Et donc, le véritable objectif pour les armées françaises, c'est 3,5%. Ce ne sont pas les 5% qui ont été évoqués tout à l'heure. Le point central de ces discours, c'est la menace russe, menace qui n'est pas nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les formes qu'elle prend en Europe? On peut dire de manière extrêmement rapide, il y a trois formes d'apparence ou de menaces qui peuvent émaner de la Russie. La première, c'est ce que l'on appelle la guerre hybride, ce que l'on appelait autrefois la subversion. Vous voyez que rien n'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire en finançant un certain nombre de commentateurs, un certain nombre de soi-disant experts, un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de personnalités, ont créé des dissonances, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Cette guerre hybride, bien sûr, elle peut monter en puissance avec le financement de groupes de plus en plus contestataires et de plus en plus violents, jusqu'à créer une situation d'incapacité de l'État à agir. Deuxième forme de menace, ce sont les missiles à longue portée, puisque bien sûr, si on peut utiliser aujourd'hui des missiles balistiques armés de tête conventionnelles contre l'Ukraine, on peut l'utiliser aussi contre d'autres États européens un petit peu plus lointains. Et bien sûr, ceci permet une forme de chantage, non pas nucléaire, mais un chantage avec des formes d'attaque sans cri et gare qui peuvent intervenir en l'espace de quelques minutes. Et puis bien sûr, la troisième menace, c'est la menace conventionnelle, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine pourrait bien se passer dans d'autres pays voisins, pourquoi pas plus proches de la France et pourquoi pas des pays
alliés et membres de l'OTAN. Bon, ce qui se passe en tout cas aujourd'hui, c'est une guerre hybride qui a déjà commencé, hein. On ne compte plus le nombre d'accrochages, le nombre de provocations dans les mers européennes. Comment est-ce que la défense européenne peut y répondre? Bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être mis en place, cet effort budgétaire, et je pense que ce qui est important ici, c'est un effort budgétaire sur le moyen et sur le long terme. Ce n'est pas uniquement un effet d'annonce, comme en Allemagne en 2022, où il a été question d'injecter très rapidement 100 milliards dans l'industrie de défense. On ne sait pas comment utiliser, on ne sait pas comment produire en l'espace de quelques mois le matériel dont on a besoin. Donc cet investissement sur le long terme, c'est certainement un point très important. Le deuxième point, bien sûr, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire la coopération toujours plus forte entre les différentes forces, que ce soit françaises et bien sûr des 31 autres pays membres de l'Alliance Atlantique. Ça, c'est quelque chose qui permet de contourner un certain nombre de lacunes ou de déficiences qui pourraient être apparentes, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis, bien sûr, les ambitions qui ont été présentées par le président français sont élevées. On parle beaucoup de la région Indo-Pacifique et bien sûr, tout ce que l'on veut faire à l'autre bout du monde coûte infiniment plus cher que ce que l'on peut faire dans la cour près de chez soi. Mais de manière opérationnelle, est-ce que les Européens répondent aux menaces hybrides et aux agissements des Russes? Comment le faire tout en évitant l'escalade? Oui, je pense à commencer par le renseignement, qui est, si on veut, le premier outil contre cette guerre hybride. Deuxièmement, une communication beaucoup plus forte, beaucoup plus responsable. Je pense que là, il y a un certain nombre de jalons qui ont été fixés. Et puis, bien sûr, cette empêchement de la guerre hybride, cela se gagne de concert avec un certain nombre de pays qui sont ou qui ont été exposés récemment, et donc il faut échanger des informations. Il ne faut pas être surpris par cette forme d'action, il faut pouvoir anticiper. La revue nationale stratégique a été publiée aujourd'hui en France, elle a été actualisée, on y parle d'installation de la guerre dans la durée, ça nous fait bien sûr penser à l'Ukraine, de désinhibition aussi dans le recours à la violence, ça peut peut-être faire référence à la guerre à Gaza, de recours à la violence, d'accélération technologique, et puis, Alexandre Vautravers, d'incertitude des alliances. Alors, le meilleur exemple, bien sûr, c'est Donald Trump, qui, après avoir annoncé la suspension de la livraison d'armes, affirme qu'il va envoyer des systèmes anti-aériens Patriot à Kiev. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour les Ukrainiens, et c'est un changement de ton assez clair. Alors, vous me posez une question qui sort radicalement du sujet du réarmement de la France, mais effectivement, d'une manière générale, on peut se poser la question aujourd'hui de ces coopérations internationales, de ces alliances, on a parfois pu dire à géométrie variable, et à la fin, bien sûr, chaque degré d'autosuffisance, chaque degré d'indépendance stratégique va vous permettre de passer les caps les plus difficiles. Si vous êtes uniquement dépendant, si vous n'avez rien à donner en échange d'une assistance militaire ou d'une aide stratégique, bien sûr, vos capacités seront très limitées. L'ambition de la France, on l'a bien compris ces derniers jours, va bien au-delà d'une coopération. Il s'agit véritablement de prendre un certain leadership en Europe en matière de sécurité et de défense. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience là des 27 pour la défense commune, ou est-ce que ça reste seulement une idée sur le papier? Je pense que si on compare l'état des investissements financiers entre 2014-2015 et puis la période actuelle, 2024-2025, oui, en moyenne,
on a pratiquement assisté à un doublement des efforts financiers en matière de défense. Encore une fois, pas uniquement des efforts financiers pour alimenter, pour réarmer, pour combler les lacunes qui ont été visibles ces dernières années, que l'on a laissé apparaître pendant cette période des dividendes de la paix, mais aussi l'assistance militaire envers l'Ukraine, qui est quelque chose qui peut tout à fait faire partie de ces 1,5% dont nous avons parlé plus tôt au sein de l'OTAN. Et certains experts affirment même que ces investissements pour renflouer, pour fournir du matériel, de la munition à l'Ukraine sont en réalité des investissements beaucoup plus rentables que si la France ou d'autres États produisaient pour simplement stocker du matériel et stocker des munitions pour ces prochaines années. Merci beaucoup Alexandre Vautravers pour vos explications, rédacteur en chef de la revue militaire suisse. La France